Vous inviter à prendre votre café, vos croissants, vos amis et vous rendre à votre table. Nous allons reprendre, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà pour la reprise. En fait, on va y aller avec... Donc en fait, on va avoir une présentation qui va nous parler un petit peu de pistes de solutions en lien avec ces besoins qu'on a identifiés. Comment arriver à fournir aux gens ce qu'ils ont besoin pour pouvoir utiliser les nouvelles technologies. Et donc, on aura Marion Cossin, qui est ingénieure de recherche au centre de recherche Upper, qui va nous parler aussi du lien entre le Upper et le CRITAC, c'est le même organisme, donc du changement de nom. Mais bienvenue, Marion. Je te laisse la parole pour les prochaines 40 minutes et puis pour nous parler de ces besoins et des pistes de solutions que vous avez trouvées au niveau de la documentation. À toi. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, je m'appelle Marion Cossin, je suis ingénieure de recherche au CRITAC qui est en train de changer de nom et ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, ça va être UPER. Je ne sais pas si on peut passer à la première slide. Parfait. Et donc, voici notre nouveau logo UPER. Merci. Alors, je n'ai pas contribué, mais merci. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter technologie et capture de mouvements pour les arts vivants et en fait, à la conception et la diffusion de 2 KID. Donc, on a parlé du manque de ressources et donc, on espère à travers cela amener une petite pierre à l'édifice. On peut passer à la slide suivante. Alors, UPER, on est un centre de recherche. On fait le pont, en fait, entre l'académique, les universités et le terrain. On travaille toujours en partenariat avec les artistes, les entreprises, les organisations qui auraient besoin d'aide. Et on travaille sur 4 sphères de recherche que vous voyez ici. Donc, on a tout ce qui est design d'équipement et d'environnement. On a un volet sur la performance humaine, un autre sur l'innovation sociale et enfin les technologies numériques. Alors, ce qu'il faut penser, c'est que ces 4 sphères ne sont pas isolées. On ne travaille pas en silo, mais on travaille vraiment de manière transdisciplinaire, donc tous ensemble. Et ça donne des projets qui, on espère, peuvent avoir plus d'impact, mieux aider, être plus adaptés aux besoins en fait, du milieu. On peut passer à la slide suivante. Alors là, c'est une petite vidéo qui va présenter ce qu'on fait. Alors, je vais vous laisser le visionnement de la vidéo. Les arts, ça crée un lien, ça crée une émotion, un engagement que peut-être d'autres formes technologiques pourraient moins faire. Honnêtement, je suis vraiment convaincu que ce que l'on fait change le monde. Patrice Aubertin, je suis directeur général du Centre UPER. La mission du Centre UPER, c'est l'avancement du potentiel humain par le truchement des arts vivants. On peut définir les arts vivants comme tout ce qui aurait trait à la danse, la musique, le théâtre, le cirque. Nous, on utilise les arts vivants sous 2 grands axes. Le premier axe, c'est aider les entreprises de notre secteur pour répondre à des défis qui sont liés à leur économie, à leur innovation, à l'encadrement de leurs artistes. Et sur un autre axe, on va utiliser les arts vivants pour répondre à des enjeux sociétaux, comme la résilience, la créativité, le vieillissement des populations. Un des projets phares de notre centre présentement se fait avec le Cirque du Soleil. Puis avec cette compagnie-là, ce qu'on fait, c'est l'identification de tous les éléments qui vont avoir un déterminant sur la performance de leurs artistes pour assurer que ces artistes-là ont une saine carrière le plus longtemps possible. Les projets du Centre UPER nous permettent d'avoir une fenêtre vers l'innovation, l'accès à des chercheurs, à des données, à une approche, à des méthodologies. L'ensemble de ce support nous permet d'améliorer la santé de nos artistes, mais aussi de nos pratiques, que ce soit en entraînement ou dans les phases de création.
Cette proximité et cette synergie avec le centre nous permet non seulement de réduire les coûts liés aux blessures de nos artistes, mais aussi de favoriser une culture équitable et inclusive à grandeur de la compagnie. Un projet qui nous rend particulièrement fiers est le projet avec Agathe et Adrien. Agathe et Adrien, c'est deux artistes de cirque qui travaillent en main à main, qui est une technique de portée corporelle. Je suis la chercheuse principale de ce projet qui vise à transformer les pratiques d'entraînement, de performance et de création afin d'améliorer le bien-être des artistes. Nous avons étudié la charge de travail à l'aide de petits capteurs sur le corps qui mesurent le mouvement et la fréquence cardiaque afin de mieux gérer les entraînements et de réduire le risque de blessure. Ensuite, nous avons utilisé l'analyse de données afin de mieux anticiper la transition de carrière, afin de réduire le coût des blessures et d'améliorer la santé. Ensuite, nous utilisons les technologies numériques, comme par exemple l'utilisation de systèmes de capture de mouvement à base de caméras, pour créer des spectacles plus interactifs et plus libres. Enfin, nous avons étudié les biais genrés sur scène à travers la pratique artistique. Avec cela, nous visons à transformer les comportements pour les rendre plus inclusifs et équitables. Le principal avantage de notre centre, c'est notre approche transdisciplinaire. Puisqu'on a des gens qui viennent des neurosciences, des gens de la psychologie, des gens qui sont spécialisés dans le transfert des connaissances par les arts du cirque, on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des sociologues. Donc, on peut prendre un projet qui est en soi très complexe et développer une mécanique de travail qui fait en sorte qu'on puisse arriver à des résultats qui sont probables. Merci. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un des volets qui vous intéresse plus particulièrement, celui des technologies numériques. Donc on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc en fait, comment on se démarque, on essaye dans tous nos projets d'avoir une vision, une pensée vers un engagement éthique et inclusif dans l'usage des technologies pour les arts vivants. Puis ça va apparaître à travers les guides que je vais présenter plus tard. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La technologie ne doit pas remplacer l'humain, mais enrichir et amplifier la créativité artistique dans toute sa diversité. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et à laquelle on pense dans chacun de nos projets. Alors, ici, j'ai nommé toutes les expertises qu'on a au centre et avec lesquelles on va pouvoir en fait aider et collaborer à des projets avec des acteurs du milieu. Donc, vous voyez, c'est quand même assez divers et varié. Donc, on a de l'expertise en intelligence artificielle, en capture de mouvements, détection d'objets, tout ce qui est système inertiel, les données physiologiques, tout ce qui est système de capture de mouvements. Je vais en parler justement dans un de mes guides. Tout ce qui est données de capteurs divers et variés. Moi, par exemple, j'ai un background en biomécanique, donc on est aussi spécialisé dans les études biomécaniques. Et très important, l'éthique, l'inclusion et l'accessibilité des technologies. Slide suivante, merci. Donc on offre trois types de services. On fait de la recherche appliquée, on fait du transfert de connaissances et on fait du soutien technique et du service conseil. Donc, si vous avez un projet, une question, quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter et ça nous fera plaisir de vous aider le plus possible et voir peut-être dans lequel de ces services ça rentre. Alors là, je vais juste parler de deux projets assez différents pour vous montrer un peu de quoi on est capable. Ça, c'est des projets qu'on a en cours. Donc, ça s'appelle fusion danse et son. Donc, on utilise un système de capteurs inertiels. Ce sont des petits capteurs d'accélération puis gyroscope. Ça, c'est pour l'orientation qu'on met sur les danseurs. Et en fait, l'idée en arrière de ce projet, c'est d'arriver à détecter des mouvements spécifiques pour y générer des pistes audio qui auront été au préalable enregistrées par les danseurs sur leur processus créatif, etc. Donc là, en arrière, on utilise forcément des algorithmes d'apprentissage automatique, de machine learning, pour ensuite arriver à reconnaître les mouvements de danse. Un autre projet, ça c'est avec une compagnie française. C'est un projet en collaboration avec la SAT aussi. Donc en gros, là, c'est l'idée d'utiliser des capteurs biométriques sur le public. Donc ce sont des capteurs qui vont... Donc là, par exemple, on s'est focalisé sur la fréquence cardiaque, mais on aurait pu prendre aussi d'autres variables comme la température ou la sueur, comme on l'a déjà fait dans des projets précédemment.
Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à ressentir, entre guillemets, ce que le public ressent en regardant justement une performance. Est-ce que le public est stressé? Est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il y a de l'impact dans ce qu'il regarde? Est-ce qu'il est engagé? Et en fait, en fonction de ces données-là, on va changer la dramaturgie sur scène. Donc, c'est-à-dire, il y aura des effets sonores, visuels, mais également, les artistes de cirque vont modifier leur performance. Est-ce que quand on voit qu'il y a du suspense, est-ce qu'on veut augmenter ce suspense jusqu'au plus haut point, ou est-ce qu'au contraire, on va vouloir calmer le jeu et justement aller vers des choses plus calmes? C'est ça, en fait, l'objectif du projet. Donc, ça fait qu'on a une écriture complètement non linéaire de la performance. Donc, en arrière de ça, il y a la conception de l'outil, c'est-à-dire synchroniser à peu près 80 capteurs, pour ensuite faire une représentation de ce que le public ressent. Et il y avait aussi une demande particulière de la metteuse en scène qui était de pouvoir représenter la synchronicité. Est-ce que le public est synchronisé dans leurs émotions ou pas? Donc, c'est toutes ces réflexions-là de comment on arrive à capter ces données-là, comment on les met sur scène, comment on visualise justement un public qui est plus stressé ou pas à travers le son, à travers du visuel et à travers une performance. Donc ça, c'est un projet en cours. Puis on est en train de répondre à toutes ces questions-là. Je n'ai pas forcément toutes les réponses aujourd'hui. Et un dernier projet que je vous présente. Ok, la vidéo se lance. Donc, on a beaucoup exploré à UPER ces dernières années sur justement les systèmes de capture de mouvement. Donc, la capture de mouvement, ça fait partie d'un des guides que je vais présenter aujourd'hui. C'est le fait de capter la position des segments corporels d'une personne. Et en fait, on voulait justement évaluer les systèmes qui existent dans un contexte acrobatique. Et il y en a certains qui performent moins bien, beaucoup performent pas très bien, parce que justement, ils n'ont pas été utilisés ou entraînés avec des données acrobatiques. Et donc, on a beaucoup testé, je dirais plus d'une trentaine de systèmes. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée ensuite de travailler sur un des guides. Donc là, ici, ce que vous voyez dans la vidéo, c'est ce qui s'appelle un modèle d'estimation de pose. Donc, ce sont des modèles, justement, qui sont entraînés par intelligence artificielle. Et on en a testé beaucoup. Donc ça, c'est un de ceux qui performent le mieux. Puis, vous voyez qu'il y a quand même certains moments, justement, quand il est à l'envers, qui performent un petit peu moins bien. On est en train de publier un article scientifique, justement, à ce sujet. On a déterminer des critères acrobatiques spécialisés justement pour une performance de cirque, mais qui pourrait aussi être valable pour la danse, pour justement démontrer aux industries ou aux personnes qui développent ce genre de modèle d'aller plus loin que juste la marche et la course à pied, mais d'aller aussi voir vers des mouvements à grande amplitude, avec une vitesse plus élevée, avec des mouvements tête à l'envers, etc. On peut passer à la slide. Alors, je vais finalement arriver à mes deux guides que je présente aujourd'hui. Et en fait, ça vient d'un constat. On avait beaucoup de demandes d'artistes qui sont venus nous voir et qui viennent avec ce besoin, qui disent « J'aimerais pouvoir utiliser les technologies numériques dans ma performance, dans ma création, et je ne sais pas du tout comment faire. Comment je m'y prends? Par où je débute? Comment faire ?» Et pareil pour les systèmes de capture de mouvement. Là, comme je vous disais, on en a testé entre 20 et 30. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de connaissances ou de guides, justement, pour aider les artistes à utiliser ce genre de technologie dans le contexte spécifique des arts vivants. Et à côté de ça, si on peut... Oui. À côté de ça, on a une connaissance qui se développe, que ce soit ici au Lab 7, qui ont aussi participé à beaucoup des tests et qui en ont fait aussi, nous, le CRITAC, mais on n'est pas les seuls en fait. On a plusieurs organismes comme ça qui ont justement commencé à accumuler de la connaissance. Et juste, cette connaissance ne s'est pas encore diffusée, c'est en cours bien sûr, mais elle ne s'est pas forcément diffusée ni appropriée par les artistes ou le milieu des arts vivants. Alors j'étais comme, ok, on a des connaissances, on a un besoin, comment faire pour relier les deux? Donc, d'où l'idée m'est venue d'écrire deux guides, justement. Oui, parfait. Donc, on a deux guides qui sont en préparation. Le premier, c'est justement sur une intégration des technologies numériques de façon plus vaste
dans les arts vivants, dans une création, et le deuxième vraiment spécifique sur l'utilisation de la capture de mouvement dans les arts vivants. Alors pour cela, j'ai été accompagnée de 2 étudiants, un qui m'a aidé dans l'écriture de chacun de ces guides, et du Lab 7, on a travaillé en collaboration à l'élaboration de ces guides. Alors, on n'était pas seulement 3 personnes à travailler sur ces guides, en fait, il y a eu beaucoup de gens. Donc là, vous voyez les méthodologies qu'on a utilisées pour chacun de ces guides, puis vous voyez déjà la différence de charte graphique, parce que ce sont juste des copier-coller d'une des pages de ces guides. Donc, le premier, sur l'intégration des technologies, on s'est entretenu avec 11 experts et expertes du milieu, que ce soit des arts vivants qui ont justement intégré des technologies, ou on est aussi allé chercher des gens justement des arts numériques, comme Mirari, DPT, ce genre de Moment Factory, ce genre de compagnie. Dans les arts vivants, on est allé vers le théâtre Turin Noranda, etc. On a fait des entrevues qu'on a enregistrées, et ensuite de ça, on a collecté toutes ces informations-là, on a regardé ce qui était commun, et à partir de là, on a rédigé les sections et le contenu. Ensuite de ça, on l'a fait réviser par ces experts et par d'autres personnes aussi de notre entourage, de UPER et d'autres milieux. Pour le deuxième, c'est... Oh, non, pas fini, désolé. Pour le deuxième, c'est à peu près similaire, sauf qu'on a ajouté aussi un questionnaire sur celui sur les captures de mouvement. On a ajouté un questionnaire écrit pour justement avoir une meilleure compréhension, puis avoir des écrits justement sur les différentes utilisations. Alors, vas-y, on va passer au premier guide, donc celui sur l'intégration des technologies numériques dans les arts vivants. Donc, vous voyez avant tout le monde à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'est notre première page. Alors, je vous présente ici la table des matières. Alors, juste pour information, ces guides sont en préparation. Ils ne sont pas encore sortis, donc c'est encore du travail en cours. Mais on a déjà une bonne idée de la structure pour chacun de ces guides-là. Donc le premier, celui sur l'intégration des technologies numériques, on a une première section qui s'appelle « Par où débuter ?», puis vraiment qui se questionne pourquoi intégrer des technologies numériques dans une création. Puis, loin de moi d'imposer une vision technocentrée, je ne suis pas pour les technologies, etc. Je veux plus qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que ça va vraiment enrichir mon propos artistique? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ce genre de questions qu'on pose. Puis, si la réponse c'est non, dans ce cas-là, mon guide n'aura servi à rien, ou peut-être au moins pour répondre à cette première question. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas qu'on pousse les technologies, je veux juste que si justement des artistes ou des créateurs veulent intégrer des technologies, qu'ils soient outillés, qu'ils puissent se poser les bonnes questions. Ensuite, on parle des différents types d'usages numériques. Donc là, justement, on réfléchit à qu'est-ce que ça peut amener. Donc là, forcément, on va parler d'immersion, d'interactivité, augmenter la position du spectateur. Voilà, c'est ce genre de réflexion. Ensuite, comment se former et choisir ces outils technologiques? Alors là, très vaste sujet. On a essayé de recenser tous les usages des technologies. Et là, je vais vous présenter juste 2 pages, mais je pense qu'on a au moins une dizaine de pages, justement. On s'est engagé dans un truc qui était peut-être plus gros que nous là-dessus. Puis on présente aussi quelques outils technologiques. Donc on a parlé de Isadora tantôt, mais il y a d'autres logiciels, Touch Designer, Max, MSP, etc. Donc on parle de tous ces outils-là. Trouver son équipe, crucial, primordial, très important. Donc on parle forcément de comment trouver un techno-créatif, comment collaborer avec cette personne, etc. Donc ça, c'est très important. Et enfin, aussi un sujet tout aussi important, je dirais, création et production. Donc c'est quoi les impacts sur le budget et sur l'échéancier d'une production qui va intégrer des technologies numériques. Donc on donne énormément de conseils. Le document va faire au moins 60 pages. Je m'attendais à un petit truc, finalement on se retrouve avec un truc, voilà. Mais on espère justement que ça va aider la communauté. On a un glossaire aussi, un glossaire où on a plus d'une 50aine de mots liés aux technologies numériques, une liste des métiers qui déjà recense plus de 30 métiers. Pareil, ça c'était de la job aussi. Voilà. Alors, si on peut passer à la... Je vous présente juste quelques slides
pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est une des premières slides justement où on parle de pourquoi, à quoi ça servirait. Donc comme je disais, par exemple, augmenter la position du spectateur, enrichir le propos artistique. Est-ce qu'on peut aussi développer de nouveaux publics à travers les technologies? Donc voilà, ce sont le genre de sujets qu'on aborde à travers ce document. Slide suivante. Donc c'est ça, là, le tableau, je vous disais, qui recense tous les usages des technologies. Donc là, ils sont classés par ordre alphabétique. Mais donc, par exemple, à quoi sert l'animation, l'art génératif, par exemple, les capteurs de pression et de force, les usages, puis l'effet désiré d'un point de vue artistique ou sur une production artistique. Là, je vous en mets juste une deuxième page. Donc, la capture de mouvement, par exemple, les costumes interactifs. Bon, comme je vous dis, la liste est très longue. Hein. Scénographie augmentée, son immersif. On a essayé vraiment de cartographier le plus large possible. Slide suivante, parfait. Et je vous en propose juste une dernière. Donc là, on a une partie qui s'appelle les indispensables. Je vous ai mis qu'une seule page, mais en réalité, il y en a plusieurs. Donc, par exemple, on va parler du coût. On en reparle aussi dans la section justement sur la production, mais on en parle déjà dans les indispensables. Le temps de formation, le temps de création, programmation, le nombre de personnes nécessaires. Donc voilà, on a essayé de vraiment d'amener le plus d'informations possible. Donc ça conclut par rapport au premier guide. Il va être disponible fin novembre, il va être en ligne, il va être gratuit. Si vous n'arrivez pas à le trouver, contactez-moi ou contactez Isabelle du Lab 7. On va essayer de le diffuser le plus possible à tous nos partenaires, etc. Mais si jamais on en manque, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais passer au deuxième guide. Cette fois-ci, celui-ci, il est vraiment focalisé sur les systèmes de capture de mouvement. Et là, encore une fois, alors je pense que celui-là, il est encore pire que l'autre. Je me suis embarquée dans un projet beaucoup plus gros que moi. Donc, mon idée était de cartographier, catégoriser tous les systèmes de capture de mouvement pour voir ensuite, selon des critères, justement pour qu'un artiste ou un créateur, avec une visualisation simplifiée, il puisse faire le bon choix. Disons, j'ai 2 danseurs sur scène, je suis à l'extérieur, j'ai pas beaucoup d'argent, je sais pas quoi, je veux faire ça. Boum, 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 je regarde mon tableau, ça serait ça mon choix. Bon, je me suis engagée dans un truc beaucoup plus gros. Et c'est pour ça que c'est encore un travail en cours, puis vous allez voir, je vais faire un petit appel aujourd'hui. Mais je vais quand même essayer de vous présenter ce sur quoi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors vas-y, si tu veux passer la prochaine slide. Donc voilà la présentation du guide. Donc vous voyez que mon étudiant est parti sur une charte graphique totalement différente, et j'adore, c'est vraiment génial. On aura 2 guides vraiment distincts, et avec comment dire, un esprit, une vie en tant que telle de lui-même. Alors vas-y, si on peut passer à celle suivante. Donc la table des matières. Donc ça, le tableau récapitulatif, c'est ça que je vous disais, qu'on travaille fort là-dessus. Ensuite, on a une partie forcément qui va parler des différents types de caméras. C'est quoi une caméra RGB? C'est quoi une caméra à profondeur? C'est quoi une caméra infrarouge? Et là, pareil, j'ai voulu me complexifier la vie. J'ai voulu faire la compatibilité entre les types de caméras et tous les systèmes. Donc là, je travaille à un tableau, à genre, tu as tel système, tu peux utiliser telle caméra. Pareil, pourquoi je me suis embarquée là-dedans? Vraiment, c'est... Donc, c'est pas fini, mais c'est du travail en cours. Ensuite, on a catégorisé nos méthodes, les systèmes de capture de mouvement en 4 grandes méthodes, puis vous allez voir par la suite, il y a des sous-sections là. Mais on a les méthodes qui sont basées avec des capteurs, des méthodes qui sont basées avec marqueurs, il y a toutes les méthodes qui sont avec vision par ordinateur et intelligence artificielle, puis une autre section que j'ai appelée haute méthode parce que je savais pas comment la nommer la dernière catégorie. Alors, prochaine, et là, voilà, boum, on arrive sur le tableau récapitulatif, il est sur 2 pages, mais là, vous voyez, on a nos sections en haut. Donc la méthode par marqueur, méthode avec capteur, la vision par ordinateur et IA, qui se décline en sous-sections. Donc comme je vous disais, on a des systèmes optiques sans marqueur que j'ai appelés systèmes intégrés haut de gamme, systèmes intégrés accessibles. On a tout ce qui est estimation de pause, avec des solutions qui sont déjà intégrées dans une SDK, ou alors des solutions à implémenter soi-même. Et on a tout ce qui est algorithme de segmentation, classification et reconnaissance. Et là, ce sont nos critères qu'on a pour l'instant mis en place. Ça se peut que ça bouge encore, comme je vous disais, c'est un travail en cours.
On a essayé de faire une visualisation simple avec une sorte d'icône. Donc on a choisi de mettre de l'avant le coût. Est-ce que ça utilise des capteurs, des marqueurs, des caméras? Est-ce qu'on a besoin d'ordinateurs? Est-ce que c'est facile à prendre en main? Est-ce qu'il y a une interface ou est-ce qu'on doit savoir programmer? Est-ce que je peux l'utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur? Le degré de précision, la capacité acrobatique. Pour nous qui venons du cirque, c'est super important. Et enfin, 2 lignes qu'on n'a pas encore terminées, mais justement, est-ce que c'est capable de travailler à faible luminosité et le nombre de personnes qu'on est capable de capter? Alors, là, je ne vous ai pas mis la légende parce qu'elle est sur la 2e page, mais j'espère que c'est à peu près clair, mais on va sûrement retravailler. Mais vous voyez, donc, bon, le coût, ça va, c'est assez clair en fonction du nombre de dollars. Par exemple, la facilité de la prise en main. Donc, vous voyez, une solution à implémenter soi-même, ça va demander des compétences en programmation versus ce qu'on a appelé des systèmes intégrés. Ce sont des systèmes qui ont déjà une interface où, normalement, c'est un petit peu plus facile à naviguer. Les autres, degré de précision, pareil. Ça, ce genre de système extrêmement précis, ça a une bonne capacité acrobatique, versus ça, peut-être précision moins élevée, mais vous voyez peut-être un coût qui est beaucoup plus faible. Donc vous voyez ce genre le raisonnement qu'on avait en arrière. Passer à la prochaine. Et donc là, on finit encore. Donc dans la vision par ordinateur, on avait 2 autres catégories, sous-sections, qui sont les systèmes volumétriques, les nuages de points. Et dans les autres méthodes, c'est le face tracking, hand tracking, méthode par ultrasons et électromagnétique. Donc, comme vous voyez, c'est encore un travail en cours. On n'a pas fini de remplir le tableau. Voilà. Je passe à la slide suivante. Alors justement, je vais en profiter que j'ai le micro aujourd'hui pour faire un appel à toute personne qui peut nous aider. Vous avez des connaissances dans tous les systèmes que je viens de présenter. S'il vous plaît, contactez-moi. Je cherche des personnes pour soit m'aider justement à s'assurer que ce que je dis, c'est bon, c'est correct, c'est pas faux. Ou alors aussi, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont une expérience avec l'utilisation d'un système, même un seul, et qui on veut avoir justement votre témoignage, justement dans l'incorporation dans une œuvre artistique. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous l'avez intégré? On voudrait aussi mettre des petits encadrés avec des témoignages ou des petits case studies, etc. Donc, si vous avez, même d'un point de vue artiste ou créateur, vous avez de l'expertise dans l'utilisation d'un des systèmes, contactez-moi. Puis sinon, je cherche aussi des gens qui vraiment sont dans la technologie pure, puis qui ont déjà utilisé au moins un de ces systèmes pour m'aider justement à relire le document, puis s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises. Voilà, merci beaucoup. Contactez-moi. On peut remercier en fait, pas juste moi, c'est tout un travail d'équipe en arrière, là, comme j'expliquais, on a interviewé beaucoup de gens, beaucoup d'experts, j'ai des étudiants qui m'aident, j'ai Isabelle du Lab 7 et tout, donc bon, merci pour les applaudissements, mais je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Slide suivante. Ah ben voilà, bon, donc c'est la fin. En fait, je n'ai pas regardé, je pense que je n'ai pas regardé le temps. Il me reste 1 minute, non, je suis bonne? Ok, parfait. Alors. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi? Alors, ça peut être autant sur UPER, anciennement CRITAC, ou sur les 2 guides qu'on va publier. Ah, donc, le dernier guide, j'ai oublié de le dire, comme c'est un travail en cours, celui-là, il va être publié en décembre. Donc, un petit peu plus tard. Mais pareil, il va être en ligne, gratuit. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-nous. Oui, ça va. Moi, en fait, c'est d'une part, je trouve ça fabuleux, là, le travail sur la cartographie puis le descriptif des différentes solutions de capture de mouvement et ou suivi de mouvement. Parce que je pense même les gens qui ont beaucoup d'expérience, on n'a pas tous, en général, toute la connaissance de tous ces systèmes-là, puis on a chacun un petit peu découvert qu'est-ce qui fonctionne mieux dans quel cas d'usage et pas. Fait que là, d'essayer de rationaliser ça, c'est extraordinaire, mais c'est tout un boulot, mais en tout cas, fait que c'est super. Puis là, une question par rapport à la slide où est-ce que tu nous montrais les différentes solutions. Puis je n'étais pas certain d'avoir compris, par exemple, tout ce qui est un peu plus lidar et cartographie de l'espace, qui n'est pas nécessairement... C'était dans tes autres solutions, c'est ça? Non, je l'avais mis dans vision par ordinateur et intelligence artificielle. OK. Ouais.
Et donc, tout ça, là, c'est déjà... et as-tu des besoins pour des experts un peu plus spécifiques? Oui. Ou tu as des angles morts un peu dans tout? Mais... Tout. Puis là, c'est ça, par exemple, pareil pour les algorithmes de segmentation, classification, reconnaissance et les systèmes de nuages de points, ce ne sont pas des systèmes à proprement parler de capture de mouvement. Donc, désolé, je vais parler peut-être un petit peu technique, je vais essayer de vulgariser ça, mais un système de capture de mouvement va vraiment reconnaître chaque partie du corps humain en disant ça c'est la main, ça c'est le bras, ça c'est la cuisse, etc. Les systèmes de segmentation et les systèmes de nuages de points vont plus localiser une personne, vont plus faire du suivi de silhouette. Mais peut-être que pour un jeu interactif, on veut juste savoir où les personnes sont, on n'a pas besoin de savoir que ça c'est ma cuisse, puis ça c'est ma cheville, etc. Donc c'est aussi ça qu'on essaie d'expliquer. Donc ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais après le tableau, on a une description de chacun des systèmes, de comment ça fonctionne, des limites, etc. Puis on aura aussi un résumé que j'ai de points clés, ou peut-être si une personne ne veut pas tout lire, parce qu'encore une fois, je pense que le document va être gros, on pourrait juste prendre les fiches points clés, puis juste repartir avec ça, et puis le tableau, quoi. Non, mais puis c'est ça. C'est absolument génial parce que trop souvent, nous, souvent, on reçoit des projets ou des gens qui veulent venir faire des choses chez nous qui arrivent davantage du milieu des arts vivants, puis que, en fait, c'est ça, tu réalises pas à quel point différentes solutions ont des coûts tellement différents et permettent des choses tellement différentes que si tu arrives ici, tu veux faire un projet avec des caméras petit track, mais tu ne pourras pas partir en tournée avec ça parce que ça te prend 40 caméras petit track à calibrer, 2 jours d'installation. Puis, fait que d'emblée, il faut dire à ces gens-là, ton idée est bonne, mais c'est pas la bonne technologie pour ce que tu veux faire ou tu n'auras pas un modèle d'affaires qui va fonctionner. Totalement. Puis dans les questions, bref, c'est aussi d'imaginer quel est le... En ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées, qui sont super cool, mais qui n'ont pas des grandes espérances de vie, parce qu'il n'y a pas nécessairement un réseau de diffusion, un modèle d'affaires ou une réflexion sur comment ça va tourner, comment ça va vivre, comment ça va se déployer. Puis ce type de guide-là, moi, je pense que c'est déjà une belle étape de départ pour comprendre qu'est-ce que tu as besoin réellement. J'espère que c'est le but. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Je vais laisser, si quelqu'un a une autre question là, avant moi, parce qu'on se connaît tous. Non? Ok, j'embarque alors. D'abord, merci, tu es fantastique. Franchement, là, quelle énergie, j'adore ça. Puis, ça confirme qu'on avait raison il y a quelques années de faire le partenariat avec le CRITAC, hein, le Hopper. Est-ce qu'on le dit à l'anglaise, le Hopper ou Upper ou... Parce que... Non, mais c'est ça, j'essaie de savoir c'est qui ces gens fantastiques du Lab 7. Moi, je ne les connais pas, mais... Bref, on est en plus, je dis Upper et Lab 7, donc il n'y a rien de on cohérent. est international maintenant, donc je suis très content de ça. Merci pour le travail colossal que tu fais là. Vraiment, tu t'en mets beaucoup, mais tu livres aussi beaucoup. Fait que bravo à toi et à l'équipe. J'aimerais juste utiliser le fait que tu es tellement plongé là-dedans, dans vraiment le nitty-gritty, pour essayer d'avoir un peu ton feeling de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a à l'horizon, parce que ça va tellement vite. Et pour revenir un peu sur ce que Sam disait, je donne un exemple concret. Ici, au CEDAN, on a fait un projet qui était assez innovant il y a déjà 2 ans, qui était Carry Me Home, que vous pouvez voir là-bas dans le coin. Mais pour faire la capture de mouvements en temps réel et le transposer dans des univers virtuels en casque de réalité virtuelle, c'était très compliqué. C'était excessivement lourd. Il fallait un kit de mocap ici installé. Ça nous a coûté très cher de faire l'acquisition, très cher de l'opérer. C'était impensable d'amener ça sur la route. Donc, aucun espoir de modèle d'affaires qui se tienne. Et depuis, il y a eu déjà beaucoup d'accélération dans l'accessibilité. Ça devient plus léger, moins coûteux. On voit quelques espoirs à l'horizon sur justement les technologies de capture sans tracker, mais on n'est pas encore au niveau de résolution et de latence qu'on aimerait. Mais toi, tu as une vision sur la trajectoire de ça. Qu'est-ce qui te donne vraiment de l'espoir par rapport à ça? Où est-ce qu'on pourrait être dans 2 ans, 5 ans par rapport à cette technologie-là, de comprendre le mouvement humain en temps réel dans un espace pour qu'on puisse, nous, ensuite, penser que, OK, on doit patiner là où la POC va être, pas là où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis j'aimerais que tu nous dises, ça c'est une analogie de hockey, pour que tu saches, c'est Wayne Gretzky qui a dit ça, skate where the puck is going to be, hein, à l'anglaise. Donc, elle va être où la POC pour nos technologies puis l'intégration dans nos spectacles d'ici 2 ans, 5 ans? Vaste question. Sur la capture de mouvement,
Moi, j'y crois beaucoup, hein, parce que les modèles d'estimation de pose, quand même, sont très performants avec une seule caméra, mais ils sont très performants avec de la marche ou de la course à pied, parce que justement, ils n'ont pas été entraînés avec des mouvements acrobatiques. Donc après, peut-être, et c'est là une discussion à avoir, est-ce que c'est aux industries est-ce qu'on leur laisse la main mise, puis dans ce cas-là, c'est à nous de leur fournir des données, ou à l'inverse, est-ce que c'est à nous de fine-tuner des modèles ou faire nos propres modèles? Puis qui a les capacités de faire ça? Nous, on expérimente un peu justement à faire ça. Puis il y a toujours après la question de si on met en place des modèles du nombre de données que ça prend. Là, on a le projet où ils nous demandent 1000 répétitions de mouvements de danse ou des choses comme ça. On est comme, comment on fait là? Parce que ça demande énormément de ressources. Donc là, après, il y a aussi ce à quoi je crois beaucoup, c'est maintenant le développement des modèles avec un nombre de données limité ou plus faible. C'est un gros champ en développement, en recherche, et j'y crois beaucoup. C'est ça. Après, on expérimente aussi, on explore beaucoup l'idée des données synthétiques, justement, pour un peu justement ne pas avoir à faire toutes les collectes de données. Mais c'est difficile d'avoir une visibilité là. C'est des champs de recherche qui se développent et je pense qu'on aura à y bénéficier. Après, dans combien de temps, puis qui a la main mise là-dessus, c'est un peu mon questionnement. Oui, en fait, moi, je suis super intéressée par la première partie de ta présentation sur la santé et les outils technologiques. Pourrais-tu me donner un exemple concret, en fait, de comment ça peut servir à protéger les blessures, etc.? Excellente question. On a 2 projets en ce moment. Le premier, c'est sur la charge de travail. Donc, c'est justement avec des capteurs sur le corps qui va mesurer la charge de travail. Donc, la charge de travail dans le sport, c'est couramment utilisé. C'est à quel point on met de l'intensité de l'effort pour faire une activité physique. Et ça, c'est très utilisé dans justement les sports à haut niveau pour justement mieux manager, optimiser les entraînements parce que tu ne veux pas te pousser trop loin, sinon tu vas te blesser. Mais en même temps, si tu ne te pousses pas, tu ne vas pas performer. Mais il y a des métriques qui ont été développées dans le sport. Donc, par exemple, le nombre de foulées en course, etc. Il n'y a rien qui a été fait dans le cirque. Et donc là, on a un projet actuel où justement, on va collecter des données. Donc, c'est des données de mouvement et de fréquence cardiaque. On va essayer de déterminer les propres métriques. Puis ça, on a fait ça collectivement avec justement des artistes, des coachs, etc., des gens qui pratiquent le cirque. Puis après, nous, on va justement avec des algorithmes essayer de voir lesquels sont plus pertinents. Et après, justement, confirmer l'utilité justement avec des coachs, des artistes. Comme je dis, on travaille vraiment beaucoup en collaboration. On veut voir est-ce que ce qu'on aura trouvé sera pertinent, sera utilisé par eux, ou sinon pas du tout. Puis dans ce cas-là, on trouvera soit une autre façon de faire, ou alors ça veut dire que c'est pas utile, c'est pas pertinent dans notre contexte. Deuxième projet, là, c'est d'utiliser les données sur les artistes dans plusieurs bases de données pour justement mieux anticiper la transition de carrière. Donc là, c'est très vaste. Mais en gros, il y a plusieurs types de données qui sont récoltées, justement le nombre de spectacles qu'ils font par année, etc. Et on essaie de voir, est-ce qu'on est capable de justement anticiper, par exemple, un artiste de planche coréenne, peut-être qu'en moyenne, c'est 8 à 10 ans de carrière, on pourrait penser à, justement, à partir de 8 ans, lui dire, la moyenne dans ta discipline, c'est 8 à 10 ans, peut-être penser à réfléchir, à voir comment tu pourrais. Puis peut-être que l'artiste va se dire, ah non, mais moi, je me sens en super forme, là, je peux encore donner 5 ans, je me sens comme ça. Ou à l'inverse, il va dire, ah ouais, c'est vrai, je commence à être un petit peu fatigué, ok, je vais peut-être réfléchir à ma transition. On veut justement ne pas arriver jusqu'à la blessure, etc., justement, où ils vont se pousser trop. Donc ça aussi, c'est un travail. Il y a une volet d'innovation sociale parce qu'on veut justement incorporer les artistes dans la discussion, les coachs, etc. J'ai juste une dernière chose que je voulais vous dire. Donc, désolé, apparemment les questions sont finies, mais j'avais juste un dernier message. Donc là, vous voyez, je suis lancée dans mes guides. Là, j'adore ça, c'est super cool et tout. Si vous avez d'autres idées de guides qui seraient intéressants à faire pour la communauté des arts vivants, écrivez-moi, je suis à la recherche de ça. Vous voyez, c'est super cool de faire des guides, j'aime ça. Donc, si vous avez d'autres idées de sujets, là, j'ai fait la capture du mouvement, les technologies numériques. On en a fait d'autres aussi au CRITAC dans d'autres complètement sujets. Là, j'en ai un sur le remplacement des artistes, on a fait l'aménagement des lieux, j'ai fait la discipline de bar russe. Je suis partie dans ma lancée, là. Donc, si vous avez des sujets, écrivez-moi. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Ah, tu peux le ramener avec... Alors, merci beaucoup, Marion, et merci de cette initiative, ce momentum que tu as. Je pense que, en fait, Flavio, Mireille, Mathieu et Gabriel vont devenir tes meilleurs amis. Ils vont certainement t'appeler. Je pense qu'il y a une belle opportunité de partager ça vers les autres arts vivants. N'oubliez pas l'appel aux contributions au niveau des technologies. On a dans la salle des gens qui ont creusé loin au niveau de l'expérimentation de ces technologies-là de capture de mouvement. Donc, allez voir Marion, contactez-la, ça vaut la peine. Nous allons prendre une pause. Oui, c'est une pause que nous allons faire avant la performance artistique que nous allons vivre ensemble avant le lunch. Et pendant cette pause, donc 10 minutes, je vous encourage, parce que c'est du networking, à parler au moins à une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Merci, à tout de suite dans 10 minutes.